En 2018, le Parlement a adopté la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, se fondant sur le consensus selon lequel les émissions de tels gaz contribuent aux changements climatiques mondiaux. Des pays de partout dans le monde se sont engagés, dans le cadre de l'accord de Paris de 2015, à réduire de façon radicale leurs émissions de gaz à effet de serre. Au Canada, le gouvernement fédéral a adopté la loi pour mettre en œuvre ces engagements. Plus particulièrement, la loi exigeait des provinces et des territoires qu'ils mettent en œuvre des systèmes de tarification des gaz carboniques au plus tard le 1er janvier 2019 ou qu'ils adoptent un système imposé par le gouvernement fédéral. Le juge en chef Richard Wagner s'est exprimé au nom des juges majoritaires qui ont conclu à la constitutionnalité de la loi. Ceux-ci ont souligné que le réchauffement planétaire cause des dommages au-delà des frontières provinciales et qu'il s'agit d'une matière d'intérêt national en vertu de la disposition de la Constitution sur la paix, l'ordre et le bon gouvernement. Les juges majoritaires ont souligné que la loi s'applique uniquement si des systèmes provinciaux ou territoriaux de tarification ne sont pas suffisamment stricts pour réduire le réchauffement planétaire. Les juges majoritaires ont souligné que l'intérêt national constitue une théorie du droit constitutionnel canadien qui est bien établie, mais rarement appliquée. Son application est strictement limitée afin de préserver l'autonomie des provinces et de respecter la diversité de la Confédération. Cependant, dans les cas qui s'y prêtent, lorsqu'il existe une authentique matière d'intérêt national et que la reconnaissance de cette matière est conforme en partage des compétences, le gouvernement fédéral est autorisé à agir. La Constitution partage les compétences fédérales et provinciales. Les juges majoritaires ont fait observer que le Canada, qui a un système fédéral de gouvernance, a besoin d'un équilibre entre les compétences fédérales et les compétences provinciales. Ils ont rappelé que cette notion, connue sous le nom de fédéralisme, est un principe fondateur de la Constitution canadienne. Les juges majoritaires ont souligné que l'expression « taxe sur le carbone » est souvent utilisée pour décrire la tarification des émissions de carbone. Cependant, ils ont affirmé que cela n'a rien à voir avec le concept de taxation au sens où on l'entend en contexte constitutionnel. Ils ont donc également conclu que la redevance sur les combustibles et celle pour les émissions excédentaires imposées par la loi étaient des prélèvements de nature réglementaire, constitutionnellement valides et non des taxes. 3 provinces, la Saskatchewan, l'Ontario et l'Alberta, ont contesté la constitutionnalité de la loi en renvoyant celle-ci à leurs cours d'appel respectives. Les cours d'appel de la Saskatchewan et de l'Ontario ont conclu à la constitutionnalité de la loi, alors que la Cour d'appel de l'Alberta a jugé celle-ci inconstitutionnelle. La question soumise à la Cour suprême était de savoir si le gouvernement fédéral avait compétence pour adopter une telle loi qui établit un montant à payer à l'égard du carbone. Les provinces ont affirmé avoir leur propre politique climatique adaptée à leur propre situation. Elles ont également soutenu avoir compétence en matière de ressources naturelles. Pour sa part, le gouvernement fédéral a soutenu avoir le pouvoir de traiter des questions de portée nationale. Il a également fait valoir que la loi était un filet de sécurité visant à garantir des normes minimales de tarification du carbone partout au pays. La Cour suprême a également souligné que toutes les parties conviennent que les changements climatiques mondiaux constituent un phénomène réel. Ceux-ci sont causés par les émissions de gaz à effet de serre résultant de l'activité humaine et ils représentent une grave menace pour l'avenir de l'humanité. Décompte de la décision, la majorité, avec en tête le juge en chef Richard Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Martin et Cassirer, une dissidence partielle de la juge Côté et une dissidence des juges Brown et Rowe. Mes invités pour aborder avec moi ces questions extrêmement intéressantes soulevées par l'arrêt de la Cour suprême du Canada, Maître Marie-Pierre Boudreau. Maître Boudreau est associé au sein du groupe de droit de l'environnement chez Fasken, leur bureau montréalais. Maître Boudreau, bonjour. Bonjour. Toutes les questions de droit de l'environnement, du droit autochtone, des droits de l'énergie sont des questions qui l'intéressent. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à ses côtés, M. Alexandre Lilot, le professeur au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. C'est un spécialiste en droit public et en droit de l'environnement. Les questions de l'eau, du changement climatique, c'est son domaine d'expertise. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Desautels. Merci d'être avec moi pour parler donc de cette décision de la Cour suprême. Est-ce que j'exagère en disant que c'est probablement la première fois de façon si claire que la Cour, le plus haut tribunal au pays, s'intéresse à la question des changements climatiques? Maître Boudreau.
Bien, c'est effectivement le cas. Puis j'ai moi-même fait la recherche dans les derniers jours pour voir comment est-ce que la Cour suprême avait abordé les changements climatiques. Puis même si elle le mentionnait dans certaines décisions, c'est la première fois que les changements climatiques, notamment par les juges formant la majorité dans le renvoi, abordent aussi en profondeur les changements climatiques, que les changements climatiques deviennent la question en litige. Et pour vous, M. Lilot, dont le champ d'intérêt et d'expertise est celui-là, effectivement, c'est un moment, ça, on met parfois des croix sur le calendrier. On pourrait dire, oui, dans cette décision-là, la Cour suprême est allée là où elle n'avait pas encore mis le pied. Absolument, et là où elle devait mettre le pied, parce qu'il fallait baliser le partage des compétences et quel ordre de gouvernement peut faire quoi, dans quelles conditions, pour faire face à cette situation, cette crise climatique, cette guerre climatique, peu importe la façon dont on la qualifie, mais la Cour suprême devait s'intéresser à ça, c'est chose faite. Et c'est pas la première fois dans notre série de balados que les questions de partage de compétences, les zones où le fédéral est maître, là où les provinces le sont, là où il y a concomitance d'intérêts et de droit d'intervenir, c'est au plan constitutionnel, j'allais dire, un beau cas, ça, parce que les textes originaux, et à l'époque de 1867 encore moins, et même dans les années 80 du 20e siècle, les questions environnementales, on les mentionnait même pas. Alors là, il faut relire ce qu'avaient les rédacteurs de nos textes constitutionnels à l'époque. Exact. Le domaine de l'environnement est établi par la Cour suprême comme étant un domaine partagé. C'est une matière dans laquelle tant le fédéral que le provincial peuvent intervenir selon leur propre chef de compétence. Et là, l'intérêt vient notamment du fait que 3 requérants, 3 provinces, 2 qui sont de grandes productrices émettrices de gaz à effet de serre, l'Ontario moins, mais qui étaient aussi des requérants, s'étaient fait dire non dans leurs tribunaux respectifs et amenaient l'affaire devant la Cour suprême du Canada. Et donc, ça posait la question de la responsabilité de chacune des juridictions. Les provinces disent, écoutez, l'environnement, c'est comme les matières premières, c'est comme beaucoup d'autres choses, ça nous appartient et on peut décider, nous, de la façon dont on doit s'attaquer aux problèmes qu'on reconnaît par ailleurs. Alors, c'est intéressant parce que là, ils disaient, oui, il y a pollution, il y a réchauffement planétaire, c'est sûr, et nous y contribuons, mais c'est à nous de voir comment on peut tenter de régler le problème. Absolument. Et je dirais même que toute la difficulté ici, c'est la nature même de ce dont on parle, les changements climatiques, puis la dimension, tous les niveaux d'implication dans nos sociétés contemporaines qu'on y retrouve. Et oui, étant donné la loi constitutionnelle de 1867 et l'évolution du partage des compétences, est-ce que les gouvernements et la Cour suprême a sous la main, ça crée ce défi de dire, OK, est-ce qu'on peut appréhender les changements climatiques comme un tout? Est-ce que juridiquement, on doit réduire considérablement la portée pour qu'on dise les provinces vont pouvoir faire ça et ensuite le fédéral pourrait faire ça dans telle et telle situation? Et donc oui, les provinces essayaient de défendre leur capacité à pouvoir légiférer sur les questions climatiques. Je pense que ça a été entendu par la Cour qui a essayé de trouver un équilibre quand même assez délicat autour de tout ça. Et de construire ou de valider une loi qui avait été pensée dans un esprit de fédéralisme et même de fédéralisme coopératif. Est-ce que ça a été facilité, ce travail de la Cour suprême? Je ne dis pas que ça a été simple, je n'ai pas assisté au débat, mais par le fait que même les 3 parties requérantes reconnaissaient qu'il y a un problème, que oui, le Canada avait signé les accords de Paris pour lutter contre le réchauffement planétaire, les émissions de gaz à effet de serre, enfin, on connaît le dossier. Donc tout le monde reconnaissait la base. Ça donnait un terrain de jeu, ça limitait le terrain de jeu. Est-ce que ça a facilité un peu le travail de la Cour? Bien, je pense que dans cette décision-là, puis la décision est intéressante au niveau du partage des compétences, mais je pense qu'elle se rattache très spécifiquement aux faits particuliers du dossier. Puis dans ce dossier-là, qu'est-ce que la Cour suprême avait devant elle? C'est que l'ensemble des provinces avaient convenu dans un esprit d'interprovincialité, là, puis peut-être... pour le reprendre, là, de collaboration interprovinciale. Donc, les provinces étaient intervenues elles-mêmes via la déclaration de Vancouver pour réfléchir à la manière de gérer ou de contrôler les émissions de GES au Canada. Puis l'ensemble des provinces avaient participé à cet effort-là. Donc, il y avait la déclaration de Vancouver, il y avait le cadre pan-canadien également,
auquel l'ensemble des provinces canadiennes avaient participé initialement. Plus tard, là, on comprend qu'il y a certaines provinces qui se sont retirées de ces initiatives interprovinciales-là. Mais reste que la Cour suprême, bien, les juges majoritaires se sont basés, l'ont considéré dans leurs motifs, ça c'est certain. Mais donc, les juges majoritaires avaient devant eux une initiative de la part de l'ensemble des provinces de former une espèce de solution qui était très similaire à la loi qui a été attaquée en fin de compte par les provinces en 2018, puis souvent avec le résultat en 2021 devant la Cour suprême. Oui, parce que si tout le monde est d'accord pour dire oui, il y a un problème, oui, effectivement, les gaz, les nuages polluants, ça voyage, ça connaît pas les frontières provinciales. Tout le monde reconnaissait ça, mais réclamait le droit d'intervenir à sa manière. Et en avait, ça est rentré dans le langage populaire, même si les juges précisent qu'il ne s'agit pas de ça, en avait contre la taxe carbone. Hein, c'est l'expression d'ailleurs qu'on utilise encore aujourd'hui. En ce moment, c'est un débat politique qui continue d'avoir cours au Canada. Là-dessus, la Cour établit une nuance qui est extrêmement intéressante. Si ça avait été une taxe au sens constitutionnel, ça aurait pu être une autre réponse de la part de la Cour. Or là, c'est une réglementation. Expliquez-moi, M. Lillo, la nuance entre les deux. Absolument. Et ça a été, je dirais, un des principaux apports de cette décision, c'est quelle est la substance de la loi, quel est ce qu'on appelle le caractère véritable de cette loi. Et la Cour nous dit non, c'est pas une taxe, c'est une question de redevance réglementaire. Et la Cour nous dit la substance de la loi, son caractère véritable, c'est de permettre la mise en place de normes nationales minimales de tarification rigoureuse des émissions de gaz à effet de serre. Donc on se rend compte que la portée de cette loi-là est extrêmement restreinte. Donc la capacité d'action du gouvernement fédéral en matière de changement climatique au jour d'aujourd'hui se limiterait à ce type de mécanisme-là. Et la Cour a, je crois, bien compris le risque qu'il y avait dans l'interprétation de ce partage des compétences, de donner trop de pouvoir au fédéral et donc de priver potentiellement les provinces d'une autonomie et d'une capacité législative qui est importante dans la lutte contre les changements climatiques, parce qu'elle nous dit bien que c'est un effort collectif que ça prend. Oui, d'ailleurs, on dit que c'est l'intérêt national qui prime dans le raisonnement du tribunal pour en arriver à cette conclusion-là. Et on parle de la partie, de la disposition de la Constitution canadienne sur la paix, l'ordre et le bon gouvernement. Alors, personne n'est contre la vertu et la tarte aux pommes, comme on dit, mais la paix, l'ordre et le bon gouvernement, dans ce cas-ci, ça veut dire quoi, ça, Maître Boudreau? Donc, la paix, l'ordre et le bon gouvernement, c'est, en fait, on se rattache au préambule de l'article 91 de la loi constitutionnelle de 1867. Donc, c'est le paragraphe introductif qui établit que le gouvernement fédéral, le Parlement fédéral est habilité à intervenir en matière de paix, ordre et bon gouvernement, en plus des chefs de compétences qui sont listés à l'article 91 de la loi constitutionnelle de 1867. Donc, c'est un paragraphe introductif qui a été interprété par la Cour suprême depuis plusieurs années comme étant un chef de compétences résiduel. Donc, si la loi, via l'établissement de son caractère véritable, ne tombe pas sous l'un des différents chefs de compétences, incluant le pouvoir de taxation fédéral qui est listé à l'article 91, si le caractère véritable de la loi ne peut pas se qualifier sous un de ces sous-paragraphes-là, bien, le fédéral bénéficie d'une compétence résiduelle pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement. Mais réellement, les sujets ou les matières dans lesquelles le fédéral est intervenu en vertu de ce pouvoir-là, bien, on peut voir des précédents dans des cas d'urgence, par exemple. Donc, il y avait des mesures de guerre qui avaient été sauvegardées ou validées en vertu de ce pouvoir résiduel-là. Puis, plus récemment, donc, l'arrêt qui est le plus abondamment analysé dans ce renvoi de 2021, c'est l'arrêt Crown-Zellerbach qui a établi justement les critères pour l'application du test de l'intérêt national.
Mais c'est assez peu fréquent, finalement, qu'on utilise cet aspect-là. Pourtant, c'est bel et bien écrit dans le texte constitutionnel. Après ça, on lui donne le sens qu'on veut. C'est pour ça que le jugement, cette fois-ci, de la Cour suprême du Canada, nous fait avancer. Ça précise un peu les limites, mais aussi la taille du niveau d'intervention possible pour le gouvernement fédéral. Parce qu'on ne précise pas c'est quoi les niveaux acceptables et suffisants, quelles responsabilités les provinces doivent remplir pour éviter que ce soit Ottawa qui décide de ces niveaux de contrôle d'émissions, mais on va dans cette direction-là quand même. Absolument, puis je dirais que ça, une fois que la loi a été considérée comme étant constitutionnellement valide, c'est la job de la loi de dire, OK, il y a en dessous de ce standard minimum, le système fédéral va s'appliquer automatiquement, que ce soit la question de la redevance sur les combustibles ou la question du système de tarification fondé sur les rendements. Donc ça, c'est les deux mécanismes principaux qui sont proposés par la loi. Et effectivement, c'est de laisser une certaine autonomie aux provinces en leur disant, écoutez, nous, on a ce filet de sécurité qui existe parce qu'on doit agir collectivement et si vous ne le faites pas, on se retrouve dans une situation où ça met tout le monde dans une situation inconfortable et qu'on veut éviter. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus ambitieux, si vous voulez faire quelque chose qui va beaucoup plus loin, vous pouvez. Puis je pense que le bon exemple, c'est le Québec qui a son système de marché carbone qui existe depuis plusieurs années, qui n'a pas eu besoin d'appliquer la loi fédérale. Oui, d'ailleurs, les réactions étaient différentes à ce renvoi de la Cour suprême du Canada. Au Québec, tout le monde a applaudi parce que le consensus était déjà fait, le système était en place. Dans les provinces requérantes, on n'a pas le choix que d'accepter la décision de la Cour suprême, évidemment, mais en même temps, il y en a qui font un peu la baboune en disant « c'est pas ça qu'on souhaitait vraiment ». Et dans ce sens-là, ça a un effet pédagogique pour les autres aussi en disant « bougez, sinon c'est Ottawa qui va vous les imposer ». Je pense que oui. Puis il y a une nuance importante, là. C'est sûr que le Québec est intervenu devant la Cour suprême. C'était pas un requérant, mais il était quand même intervenant. Puis lui argumentait contre la loi parce qu'il voyait ça comme une intrusion dans ses compétences. Mais reste qu'après ça, puis je pense que la réaction initiale du Québec qui était publiquement, le gouvernement québécois a annoncé qu'il était déçu de la décision, qu'il allait s'y conformer puis qu'il avait hâte de voir sa mise en œuvre. Mais je pense que le gouvernement du Québec s'est consolé quand que le fédéral a effectivement confirmé que le système québécois allait être maintenu. Oui, donc ça c'est le caractère, et ça arrive parfois dans des décisions de la Cour suprême, le caractère politique. Hein? Forcément, il y avait des réactions de cette nature-là. Il y avait forcément un côté politique. Par rapport aux autres provinces, il est quand même intéressant de se questionner sur l'autonomie que le fédéral, puis l'initiative fédérale validée par la Cour suprême accorde aux provinces, parce qu'il reste que le fédéral impose via sa loi aux provinces d'intervenir en matière de tarification du carbone, qui est une méthode qui est reconnue par plusieurs experts ou observateurs comme étant très efficace pour la lutte au changement climatique. Mais reste qu'avec cette loi-là, puis telle qu'elle est validée par la Cour suprême, les provinces sont obligées de mettre en place ce système de tarification sur le carbone. Donc, la part d'autonomie des provinces, je pense qu'elle a été sauvegardée au maximum de la manière que la loi a été écrite, puis via le jugement de la Cour suprême, de la manière que ça a été appliqué puis interprété par la Cour suprême en 2021. Mais reste que le constat est que les provinces sont obligées de mettre en place ce système de tarification rigoureux, suffisamment rigoureux. Ouais. On parle des provinces et effectivement, il y a beaucoup de politiques qui jouent dans la position que prend chacun à la suite d'un renvoi comme celui-là. Cette décision-là qui fait un pas très net en avant, qui impose en fait aux provinces de bouger si elles ne l'ont pas déjà fait. Ça a été bien reçu, M. Lilot, ou il y a des gens qui sont restés quand même insatisfaits? À ma connaissance, ça a quand même été bien accueilli. Je sais qu'il y avait certains intervenants qui auraient aimé qu'il y ait plus de pouvoir accordé au fédéral pour que l'action contre les effets des changements climatiques soit, disons, potentiellement plus en phase avec les besoins qu'on a dans les faits.
Mais il me semble qu'il y a quand même beaucoup d'intervenants qui s'y sont retrouvés avec la décision qui vient valider une loi qui est somme toute, à mon avis, un bel exercice d'équilibriste de la part du fédéral qui vient dire, OK, ben, on doit répondre à cette situation extrêmement urgente, puis on va trouver une façon que l'action soit collective. Donc c'est sûr que le système n'est pas parfait. On le voit encore aujourd'hui avec tous les enjeux politiques. D'ailleurs, il se trouve que l'Alberta va contester la loi une nouvelle fois, mais sur un autre fondement, la question des exemptions au niveau des redevances combustibles, ce qui est intéressant. Donc la loi, effectivement, on aurait pu imaginer, en tout cas si on prend notre casquette d'écologiste, quelque chose de beaucoup plus percutant, de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus concret. Puis c'est un peu toujours me semble-t-il, le reproche qu'on peut faire au droit. Mais quand on prend notre casquette de juriste et qu'on réfléchit à toute la complexité du partage des compétences, toute la complexité du fédéralisme, toute la complexité des dimensions politiques, comme vous l'avez dit, qui sont omniprésentes, surtout quand on parle d'environnement, peut-être qu'on se retrouve dans un compromis qui est légitime, en tout cas qui nous apporte quelque chose. En même temps, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître qu'une décision comme celle-là, avec toutes les qualités que vous venez d'évoquer, n'empêche pas la réalité d'exister? Par exemple, on continue de produire de plus en plus de pétrole dans l'Ouest canadien. On va désormais pouvoir en exporter bien davantage qu'on ne le faisait avant avec l'ouverture du dernier segment que les Canadiens se sont achetés par le biais d'une décision fédérale. Autrement dit, oui, on reconnaît que l'accord de Paris, on en est toujours. Contrairement aux Américains, nous ne sommes pas retirés de ça. On a des lois qui encadrent la production, ou en tout cas qui obligent les producteurs pollueurs à payer, à contribuer pour compenser leurs émissions. Mais la réalité, c'est que la production de ces gaz à effet de serre ne diminue pas pour l'instant. Au contraire, pour l'instant, en tout cas au Canada. Ça, je ne me trompe pas dans ma lecture. Non, il y a quand même une baisse qui a été notée dans les provinces où il y avait un système de tarification de la pollution qui avait été mis en place. Puis c'est quand même intéressant de l'amener dans ce contexte-là. Là. Ça a été un des éléments factuels sur lequel les juges majoritaires se sont penchés pour valider la loi. C'est que bien qu'il y avait eu une baisse des émissions dans les provinces du Québec, de la Colombie-Britannique, puis je pense qu'il y en a une troisième là, où il y avait ce système de tarification sur le carbone qui était suffisamment rigoureux de l'avis du fédéral, bien, selon un rapport qui a été produit par le gouvernement fédéral en vertu de l'inventaire national sur les polluants, les émissions dans ces provinces-là ont diminué de 5 à 10 % parfois. Dans ce sens-là, le fait d'avoir ce système de tarification du carbone uniforme permet justement, ou minimal, rigoureux, permet d'atteindre davantage l'objectif de réduction des émissions. Donc, il y a eu une baisse des émissions en application des systèmes provinciaux déjà en place, à voir qu'est-ce qui va s'en venir avec le système fédéral. Ouais. Et pour réagir à ça, je pense qu'il faut aussi remettre dans le contexte l'objectif de la loi. Qu'est-ce que la loi cherche à faire? Puis la loi ne cherche pas à diminuer la production d'énergie fossile ou à ce que cette production-là disparaisse. La loi, elle va chercher à mettre un prix sur le dioxyde de carbone. Elle va chercher à créer un incitatif pour les émetteurs pour qu'ils investissent dans des technologies qui vont capter les émissions de GES et de CO2 ou qui vont les réduire. Le juge Wagner, qui a rédigé l'opinion de la majorité dans cette cause-là, il évoque l'accord de Paris en disant qu'il y a là des objectifs sur lesquels tout le monde s'entend. Je ne sais pas si on a beaucoup applaudi à l'étranger. Je n'ai pas entendu d'écho, en tout cas très fort, à rapport à cette décision-là. Mais reste que ça va dans le sens de ce à quoi on a adhéré collectivement comme Canadiens dans cette signature-là. Et est-ce que le fait de le redire dans ces termes-là, même si ce n'était pas la question qui était posée, là, évidemment, par les trois requérants, est-ce qu'on est contre, on ne va pas contre les accords de Paris avec notre système à nous, ou absence de système, mais la Cour s'est avancée, autrement dit, elle n'avait peut-être pas à se prononcer là-dessus, mais le répète, le redit. Ça a une certaine importance, Maître Boudreau? Bien, je pense que oui, puis plus généralement, le fait que l'opinion de la majorité
évoque de cette manière-là les changements climatiques, l'impact que les changements climatiques peuvent avoir sur certaines populations vulnérables. C'est intéressant, là, notamment, on parle des femmes dans la décision, on parle des peuples autochtones dans la décision, on parle des populations nordiques. Donc, le fait qu'on aille dans ce détail-là, dans ce qu'on pourrait appeler le contexte du renvoi, va certainement mettre la table ou appuyer certaines initiatives législatives ou d'autres types de recours qu'on pourrait voir émerger sur la base de ces commentaires-là de la Cour suprême. Mais reste que je pense que l'héritage de ce renvoi-là, au bas mot, c'est de dire qu'une loi qui viserait à remédier au changement climatique ou à s'attaquer au changement climatique bénéficierait, je crois, d'une présomption de légitimité de son objet. Donc, on peut dire que ça met du muscle, pour pas dire de la chair, autour de l'os, parce que l'os, c'est la décision de base, mais le vocabulaire y est pour quelque chose. Je parlais de pédagogie tout à l'heure, c'est même un peu plus que ça, là, parce qu'on dit, écoutez, il faut en prendre conscience, il faut agir, c'est presque un corridor qu'on ouvre devant la réflexion à la fois de nos élus provinciaux, mais aussi de la population canadienne. Parce que la Cour suprême s'intéresse aux citoyens aussi, hein, pas seulement au gouvernement dans ce cas-ci. Vous êtes d'accord avec ça, M. Lilot? Absolument. Et encore une fois, on en parle de façon sous-jacente depuis tout à l'heure, mais je crois que la Cour suprême avait une job assez difficile, non seulement juridiquement, mais aussi socialement, sociétalement, environnementalement, politiquement, parce qu'on est sur une thématique qui affecte tout le monde, avec des proportions variées, et où on a des proportions de responsabilités qui sont variées également. Et encore une fois, la Cour ne se lance pas dans ces questions-là, mais ces questions-là sont... elles touchent fondamentalement à la question des changements climatiques. C'est là et il faut en traiter, il faut garder ça à l'esprit pour pouvoir avoir un droit qui, à minima, nous permet d'espérer d'inverser la courbe. Puis vous parliez de l'accord de Paris. L'accord de Paris établit les premiers objectifs pour 2030. C'est demain. Et c'est vrai que la mention de l'accord de Paris, qui est un traité qui donne beaucoup d'autonomie et de responsabilité aux États, donc la mention de cet accord-là dans la décision est aussi un petit rappel que les gouvernements, c'est à vous de faire la job. Oui, et dans ce sens-là, la sagesse, j'allais dire, de la Cour suprême, c'est peut-être d'avoir réussi à aménager pas aménager toutes les susceptibilités, parce qu'il y en a qui sont toujours mécontents et ils vont continuer de le tenter, de le démontrer devant les tribunaux. Mais de ménager les intérêts de tout le monde, voilà, de façon générale, du citoyen canadien de façon générale, et en même temps d'avancer dans un terrain constitutionnel qui est délicat et qui est neuf à bien des égards. Est-ce que ça va exiger, et c'est peut-être là-dessus qu'on se dirigera pour la fin de notre conversation, vers... ou est-ce indicatif d'un nouveau type, d'une nouvelle manière pour le plus haut tribunal du Canada de s'attaquer aux questions qu'on amène devant ce tribunal-là? Autrement dit, d'avoir toujours en arrière-plan de réflexion l'intérêt général qui dépasse la question qui est posée par les requérants. Peut-être, mais je pense que la juriste en moi dirait que ce serait une mauvaise idée, parce que c'est sûr qu'on veut se tenir très loin de juges qui prennent des décisions politiques. Hein. On veut s'assurer que le pouvoir judiciaire demeure un pouvoir judiciaire. Donc, bien que c'est intéressant, le contexte que les juges de la majorité mettent de l'avant puis établissent, puis je pense qu'au-delà du contexte, comme je l'évoquais plus tôt, il y a des éléments factuels de ce dossier-là qui étaient importants pour la décision des juges de la majorité, notamment que l'ensemble des provinces s'étaient mises d'accord sur un système de tarification pan-national avant le retrait de certaines d'entre elles, notamment le fait que, bien qu'il y ait des provinces dans lesquelles les émissions baissent, pour d'autres provinces, les émissions sont en hausse. Les juges majoritaires estiment, eux, que oui, peut-être que l'installation qui émet les GES peut être localisée, mais l'effet des GES qui sont émis par cette installation-là sont pan-canadiens, même mondiaux. Donc, le contexte qui est amené par la Cour suprême, ou le contexte factuel qui est amené par la Cour suprême dans le renvoi est intéressant et à certains égards, je pense, c'est nécessaire, mais reste que la Cour suprême
je le sais qu'elle fait très attention de ne pas justement s'ingérer dans des questions qui sont davantage politiques. Oui, les juges sont humains comme nous tous et sont conscients du monde dans lequel ils évoluent, mais reste que dans une décision comme ça, il faut vraiment que les juges fassent attention de décider selon le droit qui est applicable. C'est ça que les juges de la majorité ont atteint ici. Là, ouais. Nos invités aujourd'hui, je rappelle, Maître Marie-Pierre Boudreau qu'on vient d'entendre, avocate au sein du groupe de droit de l'environnement chez Fasken, le bureau montréalais bien sûr, et M. Alexandre Lilot, le professeur au département des sciences juridiques de l'UQAM, spécialiste du droit public et du droit de l'environnement. À tous les deux, un énorme merci beaucoup d'avoir participé à notre discussion d'aujourd'hui. Merci à vous. Merci, M. Desautels.